Ce podcast est autoproduit par l'agence YouChoose. Hello à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast Raconte-nous et comme chaque mardi, on met en lumière un métier ou un parcours de vie. Et aujourd'hui, on est avec la Bananias Team. On est bon, ça fait. On est bon. Ouais, c'était bon. Okay. On a attendu. Ouais. Du premier battement de ton cœur à ton premier rire, Raconte-nous. De ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire, raconte-nous. De tes premières réussites à ton premier emploi, raconte-nous. De tes obstacles à ta remise en question, raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Vous êtes tous les deux chefs à domicile. Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que, avant qu'on rentre un petit peu dans le détail, parce qu'on a vraiment plein de questions, est-ce que vous pouvez nous dire en gros ce que vous faites, pourquoi Bananias Team, enfin voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme type de prestat, avant qu'on rentre vraiment dans les détails. Du coup, on a plusieurs services. On a un service de traiteur donc, pour les particuliers et les entreprises. On fait aussi du chef privé, donc qui inclut le chef à domicile, mais on se déplace également aussi pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec nos clients sur des événements pour les accompagner et les ravir. Et on donne aussi des cours. Pour Les les ateliers, enfants, oui, qui ont lieu tous les jeudis et les samedis aussi. Le jeudi pour les adultes et le samedi du matin en après-midi pour les enfants. Et De 5 à 15 ans. 5 à 15 ans à peu De près. 5 à 15 ans, oui. Ok, de 5 à 15 ans. Okay. Voilà. Exclusivement. Après, tant pis, faut dire... on fait aussi pour les étudiants une fois par mois, un vendredi chaque mois. Un atelier gratuit. Exactement. On a en partenariat avec la mairie de Paris. L'idée, c'est de pouvoir proposer notre savoir avec tout notre réseau donc, de producteurs gratuitement pour les étudiants. Ok, trop sympa. Avant de rentrer effectivement dans le détail, on a une question qu'on pose à tous nos invités pour cette saison 2. Let's go. Quel est le fait marquant qui vous est arrivé ces dernières semaines ou mois et qui a engendré quelque chose, enfin un changement dans votre vie ou un déclic, quelque chose qui s'est passé qui vous a marqué? Professionnellement parlant, je sais pas, il s'en passe tout le temps, plein de choses. Je t'avoue qu'on bouge beaucoup pour le travail. Ouais. Mine de rien, tu as souvent des anecdotes qui arrivent. Si, enfin c'est pas vraiment une anecdote, mais un truc qui nous a marqué, la semaine au château. Ouais, du coup, on est parti une semaine avec du coup une agence de publicité, pour les TikTokers, influenceurs français. Et donc, ils sont partis dans le cadre d'un tournage production et on a pu rencontrer beaucoup de gens, justement, de l'ombre, les personnes qu'on ne voit pas, qui sont derrière et qui gèrent. Et du coup, c'était assez intéressant pour nous de voir que... c'était peut-être une si grosse machine. Et puis, les rencontres, pourquoi pas tout dire maintenant, mais les opportunités qui en ont découlé, les rencontres à la fois humaines qui ont été très intenses, c'est vraiment les personnes de l'ombre qui nous ont beaucoup parlé. Et puis voir l'envers du décor. Souvent, quand on pense aux TikTokers, on pense à quelqu'un qui se filme avec son téléphone. Tu fais une vidéo en rapide et finalement, il y a une vraie équipe derrière. C'est limite une équipe de tournage. Donc, le fait d'être pendant une semaine avec eux, matin, midi et soir, c'était très intéressant aussi pour nous de voir l'envers du décor. Vraiment, c'était vraiment très cool. Ok. Avant de parler de votre parcours et de ce que vous faites vraiment plus en profondeur aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous avez grandi et comment vous étiez quand vous étiez petit? Paris et région parisienne, tous les deux, en l'occurrence. Comment on était? Je pense qu'on avait déjà beaucoup de points communs. Chiant. Non, très énergique. Têtu. Beaucoup d'émotions à canaliser, de l'impulsivité à gérer et à maîtriser. Okay. On a, je pense, tous deux... Il y a des petits antécédents. Non, des choses qu'il a fallu apprendre à gérer. Puis je pense que nos passions, du coup, nous ont permis de... Très jeunes, on a fait pas mal de choses et je pense que c'est ce qui nous a permis de relâcher un petit peu... De donner un cadre à tout ça, exactement. Je pense. Moi, j'ai grandi entre Paris et le Luxembourg. Donc ça m'a permis aussi d'avoir ma vision parisienne, d'arriver au Luxembourg, d'avoir une vision aussi plus globale de ce que c'est que le business, comment tu gères des fonds. C'était très intéressant et très intense en même temps, parce que tu passes du coq à l'âne. Et après, oui, comme disait Sharon, il y a eu ça a été beaucoup de montagnes russes, mais une belle expérience qui nous a menés jusqu'ici. Donc en vrai,
assez fier du parcours. Quand vous étiez petit, est-ce que y avait déjà cette passion pour la cuisine ou vous avez emprunté des chemins en mode complètement différent, où vous êtes peut-être fait des études qui n'ont rien à voir, où il y avait quand même déjà cette passion? Il y avait déjà une fibre, une vraie passion. C'est vrai que dans ma famille, la cuisine, c'est très important, mais c'est vraiment dédié à la gente féminine. Et moi, je suis un peu le premier à avoir cassé ce code-là. Le fait d'être dès très jeune, je pense, de avoir 4-5 ans, d'aimer manger et surtout de ne pas comprendre comment on part d'un produit brut et comment il devient un plat à la finale. Et du coup, de passer beaucoup de temps avec ma mère en cuisine, qui organisait déjà des dîners à l'époque, entre 100 et 300 personnes. La maman, elle envoie. On va la signer en CDI. En plus de son travail d'infirmière. Donc elle jumelait les deux et de là, je pense, a commencé à naître la passion, l'envie de comprendre et de développer. Et après, ça s'est fait assez simplement avec le parcours au collège, mais je vais laisser Chiron montrer. Moi, c'est beaucoup plus simple et modeste que ça. C'est très simple. J'ai toujours aimé manger énormément. Donc voilà, mon surnom, c'était Miss Frigo. Donc je passais ma vie à aller chercher des trucs, revenir dans ma chambre, lire mes livres et repartir. Puis de temps en temps faire à manger entre 2 et 3 heures du matin parce qu'il y avait l'envie de encore manger des trucs. Donc ouais, non, vraiment, toujours aimer manger. Après, l'envie de cuisiner, d'apprendre est venue quand même bien plus tard. Et comme l'envie d'avoir une alimentation aussi plus saine, qui était un peu plus... c'était un peu n'importe quoi, c'était un peu du freestyle tout le temps. Donc voilà, beaucoup d'amour. Vous grandissez de plus en plus. Ouais. Vers quelle voie professionnelle vous vous dirigez dans un premier temps? Est-ce que vous avez le bac? Est-ce qu'après vous avez fait, je sais pas, un bac pro ou pas du tout? Des études? Qu'est-ce qui se passe après ces petites envies de j'aime bien manger quand même, j'aime bien faire la cuisine. Et comment ça se passe? Comment on a un produit brut et après on a un plat? En fait, moi, ça a été très simple. Dès le collège, j'allais à Saint-Germain-des-Prés. J'allais dans un établissement qui est assez huppé. Il fallait s'adapter. Mes camarades allaient au restaurant le midi. Donc ma mère se donnait les moyens pour que je puisse aussi aller au restaurant. Et au fur et à mesure, elle a commencé à me cuisiner des plats. Et je me suis dit que c'était quand même mieux, déjà aussi en prenant en compte la situation financière de ma mère, pour pouvoir s'adapter. Et de là est venu, en faisant goûter à mes camarades qui adoraient les produits que je ramenais, de commencer à vendre en fait le midi des petits plats. Ça a commencé par des clubs sandwich, des pizzas revisitées, puis ainsi de suite. Et finalement, en cours d'année, je commençais à avoir bien plus les moyens que nécessaire pour pouvoir aller vivre ma jeune vie d'ado. Le business dans l'âme. Mais l'école, ça m'a très vite saoulé. Pour moi, j'avais l'envie aussi d'aller directement à la rencontre du professionnel, de voir comment ça se passe. Donc à mes 17 ans, pendant les grandes vacances, j'ai décidé d'aller jobber en cuisine. C'est comme ça que j'ai commencé mon premier taf à Hippopotamus en tant que commis de cuisine. Et après, tout est allé très très vite. Justement, pour moi, à partir de là où j'ai pris les mains dans la cuisine, c'était fini l'école. Tu savais, à ce moment-là, tu savais que c'était ce que tu voulais faire, quoi. Exactement. Ok. Et moi, pas du tout. Moi, voulant suivre un peu le chemin des grands frères, grandes sœurs, en me disant la communication, l'événementiel, ça peut être cool, je sais pas trop ce que je veux faire, mais on y va. Bon, toujours des activités artistiques à côté, donc l'envie de pouvoir un peu baigner dans ce milieu-là. J'ai eu l'idée et l'ambition, qui a duré potentiellement 3 jours, d'ouvrir un label de musique. Après quelques débuts de recherche, je me suis dit, c'est pas pour moi. Et... Ça a duré 3 jours. Ouais, c'est pas mal. Mais 3 jours de recherche intensive, hein, c'est pour ça a fini, on va laisser ça aux autres. Et non, après moi, du coup, j'ai travaillé après le lycée, après avoir eu mon bac, j'ai travaillé directement en animation avec les enfants, donc de 3 à 14 ans. J'ai fait AESH ensuite, donc c'est accompagnement aux élèves en situation de handicap. Donc j'ai eu l'opportunité de suivre un petit garçon porteur d'autisme, donc de l'accompagner en classe, de parler avec les spécialistes, de trouver du coup de l'adaptation, en fait, comment faire en sorte qu'il puisse suivre le même programme de tout le monde, mais de façon adaptée. Et puis après quelques années à 50 heures par semaine, on a envie de faire autre chose. Le projet s'est décelé doucement mais sûrement. L'envie de plus cuisiner déjà à ce moment-là, de partager déjà beaucoup avec Steven. Et puis du coup ensuite Bananiaz est né, même si le travail, je continue encore avec le petit garçon et l'école parce que j'avais un engagement à tenir.
Et puis ensuite, c'est parti. Donc j'ai fait un peu un truc et je voulais pas travailler ni dans les restos, ni au McDo. Je me suis dit, franchement, je crois que je préférais être éboueuse que de faire de la restauration rapide. Et puis pour finalement finir dans la restauration, pas rapide, mais très qualitative. Voilà. Justement, c'est une super transition. À quel moment vous vous rencontrez, enfin vos chemins se croisent? Et est-ce que c'est à ce moment-là que le projet, enfin est-ce que votre rencontre en découle le projet? Ou est-ce que tu vois, c'est ton projet de base où tu te dis, bah voilà, toi t'étais déjà dans la cuisine et tu te dis, quand on est dans la cuisine, effectivement, il y a plein de choses qui s'offrent à nous. Est-ce que je veux travailler dans un restaurant? Est-ce que je veux ouvrir mon restaurant? Est-ce que je veux ouvrir un food truck? Ou est-ce que je veux être chef à domicile, tu vois? Donc comment le projet naît en fait? De base, le projet est le projet de Steven et d'un de ses amis. Donc il n'était pas finalisé comme il l'est aujourd'hui, mais en tout cas, à la base, c'était d'allier la cuisine, la mode, l'artistique, en fait, tout pour pouvoir exprimer leur créativité. La vie a fait que, du coup, cet ami est devenu moi. C'est une belle transition, ça. Bravo. Et non, mais du coup, il y a eu l'envie, on partageait déjà beaucoup. J'aimais bien forcément un peu cuisiner parce que l'envie de bien manger, mais en fait, pour moi, ça a été très simple quand j'ai compris que je pouvais avoir plus en quantité, en payant moins, juste il fallait faire. J'étais dedans. C'était la compréhension véritablement de la cuisine, toute la passion qui en développe et surtout du projet. Ça demandait énormément de temps. Tu ne peux pas t'engager avec quelqu'un. C'est un projet qui a été déjà pensé au milieu du collège. D'accord. Et tu ne pouvais pas t'engager avec quelqu'un qui n'avait pas cette passion. Et avec Sharon, ça a été simple. Le fait de lui faire comprendre qu'avec des produits bruts, on peut partir sur tout ce qu'elle aime. Et après, ça s'est fait naturellement. Elle a été beaucoup, je veux dire même très à l'écoute de ma vision et de mon travail. Et pour quelqu'un qui n'avait pas de niveau en cuisine de base, elle s'est donné vraiment très vite les moyens en très peu de temps. Parce qu'en fait, c'est toi qui l'as formé. Exactement, oui. Vraiment, on apprend en marchant. Toi, c'est la phrase... Elle a appris en courant. Ouais, elle a appris en courant. Ouais, c'est exactement ça. Moi, de base, en plus, j'étais très pâtisserie. Enfin, c'est quelque chose qui m'appelait encore plus. Que j'adorais manger sucré. Okay. Donc, du coup, je me suis vraiment, en plus, donné les moyens et focus sur cette partie-là en premier temps. J'ai passé, du coup, mon CAP en candidat libre en 1 an. Donc, petite fierté quand même personnelle de me dire je travaille à côté, derrière... je fais quand même, histoire de légitimer un petit peu ce que je faisais, n'étant pas passé par différents lieux, maisons comme Steven. Bien sûr. Et puis la cuisine a toujours été là, mais du coup, une fois que la pâtisserie c'était un peu cadré, je me suis dit, ok, peut-être que du coup, je peux aller un peu plus sur la cuisine. Puis en termes de profil, je suis très scolaire, enfin moins maintenant, mais je suis très scolaire. J'aime bien justement ce côté très rigoureux de la pâtisserie. Alors qu'en cuisine, j'avais beaucoup de difficultés à me lâcher, là où à l'inverse, Steven était complètement fou, en train de dire « Non, mais on peut mélanger ça avec ça », et moi j'étais en mode « Qu'est-ce que tu fais ? Mais pas du tout !» Et en fait, si. Et du coup, on a réussi aussi à trouver un équilibre entre nos deux personnalités et l'équilibre dans l'assiette. Elle avait la nécessité d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est vrai que quand tu as quelqu'un qui cuisine déjà depuis plus d'une décennie, et qui a justement des connaissances, un savoir-faire. Pour toi, c'est simple, en fait. Quand tu prends les épices, quand tu dis, on parlait d'une pâtisserie à l'avocat, et elle me dit, oui, mais on ne peut pas faire une pâtisserie à l'avocat. Bien sûr, on va faire une pâtisserie à l'avocat, et là, on a 1h30 pour la brainstorm, avant de la travailler avec les enfants, et il faut que ce soit bon. Il faut qu'on la sorte, il faut que lorsqu'ils finissent l'atelier, ce soit vraiment une frappe gustative pour eux. Et Paris réussit. Je trouve que, justement, c'est à la fois cette folie, et Sharon a amené beaucoup de cadres à ma folie, parce que mine de rien, sinon je m'arrêterai jamais sur le côté culinaire, sachant que j'aime amener aussi ce côté artistique, donc avec des visuels très marquants, des saveurs dont on n'a pas l'habitude de retrouver, et un produit qui nous est spécifiquement cher, la banane. Ok, d'où le nom, effectivement. Pas que, mais... Pas que, mais... Alors, excusez-moi, on va arrêter le suspense. Déjà, c'est notre état d'esprit. Avoir la banane, c'est quelque chose... Après, on est des êtres humains, on a nos downs et comme tout le monde, mais c'est quelque chose qui nous caractérise vraiment. C'est l'énergie qu'on a envie de transmettre. Notre phrase... C'est que du love. Donc ça en fait partie, voilà, c'est l'énergie qu'il faut pouvoir transmettre pour aussi la recevoir. Il y a aussi le produit qui est originaire de chez nous, donc la banane, que ce soit Saint-Martin ou le Cap-Vert, c'est des produits qui viennent de notre enfance, qui n'ont jamais été mis en avant dans la haute gastronomie, que ce soit dans le salé ou dans le sucré.
Et pour nous, c'était important de lui redonner ses lettres de noblesse à travers des plats salés, justement, qui pourraient être présentés dans des restaurants, et des pâtisseries aussi, où tu viens bousculer un peu l'humain, parce qu'il n'a pas l'habitude de trouver, à part dans un banana bread ou ce type de produit assez classique, assez commun. Et on avait vraiment envie de mettre un point d'honneur sur ce produit qui nous tient particulièrement à cœur. Et après, il y a Banania que tout le monde connaît déjà. Voilà, c'est pour ça qu'on dit bien Bananias et pas Banania. On veut pas de problème. Voilà. Mais bon, c'est une histoire qui est très chargée et qui forcément fait écho à pas mal de choses pour nous et on va dire nos ancêtres. Et donc c'était important de pouvoir redorer un petit peu ce blason et puis de réutiliser ce mot et lui donner encore une autre signification. Une autre dimension, un peu comme Aimé Césaire pour la négritude. C'était l'envie d'amener, pour les générations futures, d'amener vraiment ce nom-là avec quelque chose de marquant. Et positif. Mais pour le positif, voilà. C'était... Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus votre quotidien? Ça fait combien de temps que vous vous êtes lancés à deux? Enfin, expliquez-nous un peu plus. Officiellement, ça fait 4 ans. Donc 2 premières années où on était chacun sur nos travails encore respectifs. Bien sûr. Donc on n'était pas à 100%. On ne pouvait pas se consacrer à 100% à Bananias. Et officieusement, ça doit faire 7 ans. 7 ans, 6-7 ans. Ouais. Ah ouais, 6-7 ans que le projet en tout cas est là, vous saviez que vous aviez la vision, on va dire. Exactement. C'est ça. Mais on testait. Le quotidien fait que tu peux pas tout de suite te lancer. Exact. Mais il y avait l'envie vraiment de faire tester déjà notre entourage, notre gamme de produits. Après, d'organiser des dîners où du coup on va inviter des gens d'horizons différents, vraiment comme tu as pu le découvrir, Marie. Et c'était vraiment ça, c'était de voir la tête des gens, la première expression, parce qu'en fait, pour nous, culinairement parlant, lorsque tu goûtes ta première bouchée, tu peux pas mentir. Tu as des mimiques de faciès, et soit vont vers le haut naturellement, vers l'intrigue, soit vers le bas, et là tu sais que le contrat est pas bon. Exactement. Donc c'était très important de tâter le terrain, de voir sur quoi on allait partir, est-ce qu'on allait proposer simplement des dîners, parce qu'on avait aussi envie de mixer l'art culinaire avec l'art en général, et justement de voir comment on allait s'axer par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on allait mettre en premier, en avant, parce qu'on a beaucoup d'idées, chacun respectivement et ensemble, c'est encore pire, je crois. Donc il fallait justement canaliser et voir qu'est-ce qu'on allait faire étape après étape. Après, aujourd'hui, notre quotidien, c'est très varié parce que du coup, qu'on passe quand on fait des ateliers, quand on fait des stages, quand on est en prestation de chef à domicile ou chef privé ou qu'on est en prestation traiteur, déjà, qu'on disait tout à l'heure, dans la cuisine, par définition, tu n'as pas la même posture, tu n'amènes pas la même chose. Tu n'as jamais le même quotidien parce que quand on part une semaine avec les clients, à ce moment-là, tu dois t'adapter. Matériel, matières premières, le lieu sur place. Quand tu pars en buffet, ça va dépendre de la demande de la clientèle. Est-ce que tu dois dresser? Est-ce que tu dois fleurir le buffet? Quand tu pars en prestation à domicile, pareil, tu dois t'adapter. Quand éventuellement il y a des jours de repos, du coup c'est encore autre chose. Tu dois vraiment t'adapter à tout et entre-temps, tu dois aussi jumeler avec ta vie perso et tout ce qui concerne nos organisations d'événements, etc. Donc ça demande beaucoup de temps, surtout quand tu travailles pour des personnalités. Il faut savoir être là, c'est-à-dire partager avec eux, leur faire vivre un moment et en même temps savoir être à ta place. Voilà. Aussi, donc du coup, c'est une juste balance entre tu donnes du love et en même temps tu sais rester à ta place. Donc en vrai, chaque jour est différent. Je pourrais pas te dire si j'ai un quotidien véritablement par le sport le matin, mais... Oui, voilà. Non, mais globalement, et bien manger aussi. Enfin, on prend plus de temps, parce qu'il y a des fois, on a laissé le travail prendre un peu plus le dessus, mais globalement, ça va être du sport. On va voir pour traiter un petit peu le programme de la journée, ce qu'on a à faire, s'il faut rajouter, les mails, les réseaux, quelques devis, factures, etc. Les parties un peu... Je dirais pas relou, mais les parties les moins fun du travail, mais en tout cas de la vie d'entrepreneur. Et puis si on n'a pas de prestations, après on va probablement vaquer à nos occupations. Et s'il y a prestation, c'est liste, matériel, organisation, passer des commandes, le lendemain aller récupérer tout ce qu'il faut si on ne s'est pas fait livrer. Parce que c'est vrai qu'on travaille 80% avec des producteurs. Donc des produits de saison, qu'il faut adapter le menu, proposer à la clientèle, que voilà. L'idée c'est que tout soit carré et surtout, on a souvent des clients qui nous disent on aimerait tel ou tel type de produit. Oui, mais là on n'est pas dans la saison, donc on va pouvoir vous proposer une alternative.
même quitte à organiser une dégustation en amont. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre ce côté-là en avant. Moi, j'ai un message à faire passer. Arrêtez de nous demander des fraisiers au mois de décembre. C'est pas possible. Quand vous allez au restaurant et que vous demandez une burrata tomate on est le 20 décembre, c'est long en fait. Mais ouais, effectivement. Mais on a beaucoup de demandes, je peux t'assurer, enfin, je peux vous assurer que tu vois le nombre de demandes, les fraisiers au mois de février aussi, ou les framboisiers, c'est... Les demandes sont... Savoir dire aussi, qu'est-ce que vous faites justement? Est-ce que vous vous dites, c'est le client, donc le client est roi, ou est-ce que vous savez, du coup, le rediriger en disant, nous, voilà, c'est notre, on travaille. Ouais, c'est notre ADN, donc. Bien sûr. Donc c'est fruit de saison. Donc, exactement. Il n'y a pas l'envie de freiner le client, mais au contraire de le guider, de lui faire comprendre pourquoi on choisit de ne pas travailler des produits qui viennent d'autres horizons et de profiter de nos producteurs locaux pour mettre en avant. Et on a la possibilité de graviter vers plein d'autres choses, sachant qu'on a quand même une partie de production exotique, donc qui viennent de l'étranger, et à ce moment-là, proposer une alternative autour de ça. Puis c'est aussi une de nos valeurs, je ne sais pas si c'est la numéro 1, mais en tout cas transmettre, on le fait déjà au travers de nos ateliers, mais en tant que cuisinier pâtissier, c'est aussi un peu notre devoir de pouvoir éduquer davantage la population sur ce genre de choses. Donc c'est aussi un moyen pour nous de dire à nos clients, attention, entre guillemets, vous êtes dans le rouge, évitons pour telle raison, mais on vous propose, comme dit Steven, une solution derrière, une alternative. Et généralement, ça suit. Puis ceux qui veulent vraiment un fraisier ou au mois de décembre, ils viennent pas chez nous, ils vont ailleurs. Donc tout simplement, voilà. Pourquoi chef à domicile? Pourquoi ne pas avoir... c'est vrai que c'est quelque chose de pas commun. Je pense que, en tout cas, pour ma part, on n'y pense pas souvent. Et effectivement, quand on te dit cuisine, on pense forcément à un restaurant. Pourquoi vous avez pris ce parti-là? Je pense qu'il n'y avait pas l'envie d'être figé à un endroit. D'accord. Pour moi, la cuisine, c'est quelque chose que tu partages, que tu fais découvrir. Du coup, automatiquement, cette cuisine, elle voyage. Comme tes produits, c'est un peu pareil. Et de rester figé à un endroit, proposer la même chose, être dans le même cadre, que ce soit redondant. Sinon, j'aurais pris un contrat quelque part. En vrai, je pense que j'avais, pour ma part, et après pour Sharon, vraiment l'envie de voyager, d'aller à la découverte aussi de différentes cultures culinaires. Donc, le fait de ne pas avoir de restaurant, t'es pas bloqué pour aller en Asie, pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour aller vraiment à la découverte des cultures. Et pour moi, c'était un point très, très important. Et le fait aussi de rentrer dans l'intimité du client, de venir lui faire découvrir ton univers dans son intimité, c'est le juste twist qu'il faut pour marquer les gens personnellement, psychologiquement et gustativement parlant, bien sûr, après. Donc pour moi, c'était un point très important de ne pas être figé à un endroit. Okay. Ouais, je te rejoins juste sur ce point-là. Et puis, comme dit Steven, c'est de pouvoir rentrer dans l'intimité, mais de pouvoir être en relation, en fait, parce que mine de rien, c'est ce qu'on aime dans nos vies personnelles et dans notre professionnel, être au contact des gens, de pouvoir échanger. Alors que quand tu es dans ton resto, tu es dans ta cuisine, tu peux toujours en sortir, c'est vrai, mais tu es quand même confiné à un certain espace. Et puis après, il y a eu l'envie aussi de se développer sur d'autres points. Comme on disait tout à l'heure, il y a eu pas mal d'idées. Donc le chef à domicile, c'était... une base, ce qui s'est développé aussi en chef privé, du coup, qui nous permet d'axer encore plus sur les voyages, vu qu'on peut partir aussi avec des clients. Nous, c'est challengeant au quotidien, parce que même si on a des informations en amont, on découvre des nouvelles cuisines, on doit s'adapter, on doit s'équiper au fur et à mesure des années pour pouvoir justement répondre à tout problème qu'on peut... Aller à la recherche des producteurs aussi, des différents endroits où on se déplace en amont, donc ça demande une vraie logistique. Mais c'est toujours, en fait, tu es toujours dans un continuel défi. Tu vas toujours, il faut que je m'adapte absolument. Exactement. Tu rentres dans chaque environnement différent et tu t'adaptes. Et tu dois t'adapter. Et justement, comment est-ce qu'on s'adapte, même par rapport aux produits surtout? C'est-à-dire que, comment ça se passe? Genre la semaine prochaine, imaginons, vous partez donc à New York, vous allez sourcer du coup des producteurs là-bas. Comment est-ce que vous vous organisez et combien de temps à l'avance Alors on n'a jamais fait aussi loin que New York, pas encore. Mais oui, c'est l'idée. Il y a ce qu'on peut ramener nous en fonction de produits qui peuvent tenir à la fois le voyage en fonction de la distance et encore une fois pouvoir mettre nos producteurs en avant. Après, et puis après, c'est aussi de vraiment aller regarder ce qui se fait sur place, à quelle distance appeler
rentrer directement en contact avec les producteurs, leur expliquer notre démarche, le pourquoi du comment. Et généralement, ça fait toujours mouche. C'est-à-dire que, ok, tu viens de loin et tu as envie d'aller à la découverte de mes produits. On est souvent très bien accueillis et ça nous permet, on pense en amont le menu, mais il peut être modifiable en fonction de lorsqu'on arrive sur place. Et là, il faut être vraiment réactif pour le coup, pour pouvoir vraiment... C'est ça. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on est... on joue là-dessus sur certains menus. Il y a des menus qui sont très précis en fonction de l'événement ou autre. Et puis d'autres où vous allez avoir légumes du jour. Donc ça nous permet d'avoir une diversité dans nos propositions. Une géométrie variable. Exactement. Et de pouvoir être dans cette adaptabilité. Jusqu'où vous êtes allé quand vous parlez de déplacement, etc. Vous déplacez que au sein de la France ou un peu plus loin, au-delà des frontières? Alors, vous n'avez pas de limite? En vrai, on n'a pas de limite. On est allé un peu partout en France. Okay. On est allé en Italie. On a vocation à aller à Séoul, en Corée du Sud. Oui. Voilà. On a eu une proposition pour Atlanta aussi. Donc pour venir cuisiner pendant 1 mois. Donc là, pour le moment, c'est vraiment organisation du déplacement, voir comment on va gérer. Il y a aussi la barrière de la langue, les États-Unis. Ça va, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors ça tombe bien, on va switcher en anglais. Let's go, weekend. We're ready for that. Yes. Très bien. Tu fais moi la maline. Bon, on pourra bientôt switch en coréen, il n'y a pas de problème. Donc en vrai, c'est un vrai travail en amont pour montrer aussi aux locaux qu'on vient et qu'on se donne les moyens d'apprendre la langue, que ce soit par exemple l'italien, de prendre vraiment des bases pour pouvoir échanger avec les producteurs. Et là, que ce soit les Coréens, de prendre aussi une vraie base, de vraies connaissances, savoir aussi culturellement comment ils fonctionnent, autre que le culinaire, pour arriver dans de très bonnes conditions. Et puis c'est important, quand tu t'intéresses à une autre culture, de pouvoir l'apprendre sous différents aspects. Après, ce qui est beau avec la cuisine, c'est que partout dans le monde, il y a des produits qui vont changer, mais il y a des produits qu'on retrouve partout et qui sont juste travaillés différemment aussi, sur des techniques de cuisson ou autres. Donc après, c'est un jeu de saveurs, de texture. Tu vas faire des tests sur place, tu sais bien. Il y a des produits que potentiellement tu vas modifier. Tu avais prévu une texture mousseuse, finalement tu auras une texture solide. Ça va dépendre. L'avantage, c'est que les clients nous font confiance et que même si on a des petits changements, ça pose pas de problème. Avant de parler du coup du futur et aussi de vous deux, de votre place aussi, parce qu'il y a un duo, bien effectivement, enfin, chacun doit trouver sa place. J'aimerais juste revenir sur le point, donc vous dites que ça fait 7 ans que vous êtes lancé officieusement. Qu'est-ce qui a été donc 2 ans où vous êtes vraiment, c'est full time là maintenant, enfin, c'est votre quotidien, ça y est, c'est officiel. Qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic pour vous dire, ok, maintenant, c'est ma vie et on y va, enfin c'est notre vie et on y va à fond, c'est notre projet. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il n'y a pas eu de déclic réellement parce que dès le départ, il y avait l'envie qu'on voulait que ça soit ça à 100%, mais il y avait la réalité en fait. Ouais. C'est que au début, t'as pas de nom, t'as pas forcément autant de clients, comme on disait, il faut qu'on se fasse connaître. Donc ça nous a aidé de tâter le terrain. Ouais. Avant vraiment de faire la création de l'entreprise. Construire ton portefeuille, c'est ça. Assurer tes techniques, savoir comment t'allais... Tout ça, comment c'est pour les gens qui nous écoutent. Et c'est vrai qu'on est une génération où on veut tout de suite et on se décourage aussi quand même assez vite si on voit qu'au bout de 6 mois, ça ne fonctionne pas. Je trouve que c'est toujours très intéressant de montrer effectivement la réalité des choses et de dire, en fait, ça ne prend pas 6 mois, ça peut prendre des années. Et comment, justement, vous avez réussi à construire tout ça, que ce soit votre réseau, vos premiers clients, votre technique, votre offre, enfin, comment se passe un peu tout Alors, sur la partie clientèle, c'est le bouche à oreille. Okay. On a une force de frappe, c'est qu'on qui s'appelle Steven et qui fait une communication incroyable auprès de toutes les gens et de tous les âges. Je vous recommande d'avoir un Steven avec vous, ça aide beaucoup. C'est vrai que j'ai une facilité relationnelle et au niveau de la communication, j'aime beaucoup aller à la rencontre des gens. Ouais. Donc sur ce point-là, ça a été assez facile. J'ai un projet, j'aimerais vous le faire découvrir. Est-ce que ça vous dit de venir découvrir le sucré comme le salé lors d'un dîner ou lors d'une dégustation? Et en vrai, les gens ont follow direct, donc ça a été une partie assez simple. Après, c'est le travail des techniques, ça fait quand même des années
que je travaille sur la technique. Et avec Sharon, maintenant, ça fait déjà plusieurs années qu'on a bossé dessus. Je répète, l'élève dépasse le maître. Et elle a bien jobé, donc c'était simple. En vrai, c'était simple. Et après, c'est toujours challengeant. Parfois, on se lance des défis. OK, on a ça. On part. On veut un produit final qui ressemble à ça. Chacun sa propre technique, son propre travail. Donc, du challenge, mais positif. Après, je pense que notre force aussi, c'est d'être en duo. Parce que, comme on disait tout à l'heure, de se complémenter. Là où l'un va avoir des défauts, l'autre va pouvoir justement mettre en avant ses qualités, et puis se tirer. Quand il y en a un qui en peut plus, qui en a marre, il y en a l'autre qui prend un peu plus sur son dos ou qui justement va pouvoir tirer l'autre. Maintenant, je pense que même si on se lance solo, ce qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment genre l'étape par étape. Enfin, on peut pas... faut prendre conscience que ce qu'on va faire va demander du temps, va demander du travail, va demander de l'investissement, que ce soit de l'investissement financier, que ce soit... pour nous, le temps, c'est une des choses les plus précieuses. Mais ouais, le perso, d'être prêt à se sacrifier, en fait, parce que très souvent, c'est... Hey les gars, vous venez, vous sortez, on va en soirée. Ouais, non, nous on bosse demain. Ah, vous venez, si, ça. Donc déjà, ça fait le tri aussi dans ton entourage. Correctement, aujourd'hui, on sort pour le business. Hein. On va pour justement démarcher, on va pour se faire connaître, mais on va moins sortir par plaisir, quoi. Donc il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. En fait, c'est un cadre et une rigueur que tu dois t'imposer, si tu veux. On sait que nous, ça fait déjà plusieurs années. Aujourd'hui, le portefeuille grandit. On sait qu'il nous faudra encore quelques années pour vraiment asseoir le nom Bananias et qu'il soit connu aux yeux et à la bouche de tous. Mais c'est du travail. Il n'y a que ça qui paye. Et du temps, il faut être patient. Automatiquement, parfois, tu veux réaliser quelque chose et tu n'y arrives pas tout de suite, mais c'est en réessayant, ainsi de suite. Ça va revenir. De toute façon, si on regarde juste notre Insta, on a fait le parti pris de justement pas enlever les premières publications, même les premiers. Voilà. Les premiers logos, enfin voilà, c'est les premières idées et ça nous correspondait pas totalement dans le sens où c'était pas la finalité de ce qu'on voulait, mais à l'instant T, c'est ce qu'on pouvait proposer, c'était bien et on est fiers au final parce que si on n'était pas passé par là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc toutes ces petites choses, savoir qu'on peut évoluer, prendre le temps, l'autodiscipline, et puis faire des erreurs. Et puis savoir dire non de temps en temps. On nous a proposé des très gros contrats, dont on devait les préparer en 48 ou 72 heures. Et parfois, il faut savoir dire non, même si c'est un contrat qui peut te permettre d'avoir la lumière, la gloire. Savoir dire non de temps en temps peut te permettre de prendre du recul et de revenir encore plus fort. Aujourd'hui, justement, on veut tout de suite. Donc on va se mettre en péril. Pour moi, c'est de savoir le risque, mais mesuré. Ouais, l'équilibre, il est fin en fait entre je vais repousser mes limites, j'y vais plus, genre je travaille des 24, 27 heures d'affilée consécutives parce que ça c'est des choses qu'on monte pas, mais c'est des choses qu'on a fait, quoi, de devoir travailler comme ça intensément. Ou heureusement qu'on l'a fait pour pouvoir justement avoir ces contrats et pour pouvoir continuer à avancer et encore un peu plus repousser nos limites. Mais à contrario, faut juger aussi, quoi. On peut pas non plus prendre des contrats. Il y a des contrats qu'on a dû refuser avec des sommes ultra intéressantes. Astronomiques. Mais c'était une somme astronomique et potentiellement peut-être la non-réussite finalement de la prestation. Et la chute qui s'ensuit avec automatiquement. Mais je trouve que c'est un vrai point parce que notamment au début, on a un peu le FOMO, on va dire, enfin en tout cas la peur de louper le contrat et de dire non mais là tant pis. Et effectivement on voit le gain, le montant, enfin les chiffres et on ne le voit pas forcément du coup. Ce qu'il y a à faire. C'est ce que bien sûr. Et du coup on a envie de se dire non mais c'est pas grave, il faut quand même faut le prendre. Vous dites en fait, enfin si ça ne rentre pas dans notre ligne directrice ou si on se rend compte que on peut pas assurer. On peut pas, voilà exactement. Être capable, même si financièrement on a envie de dire oui, de dire en fait pas pour cette fois, quoi. Bien sûr. Il faut faire aussi attention, en tant que jeune entrepreneur, on reçoit beaucoup de demandes de personnes, par exemple dans l'influence ou autre, qui ont déjà une position et qui te proposent des contrats où eux vont te rémunérer en publicité. Exactement. Et je trouve que c'est ultra important de savoir. Pour certaines, oui, parce que ça va permettre de mettre vraiment de la visibilité sur ton projet, et pour d'autres, non, parce que déjà le contexte, les conditions de travail et ce qui est mis en avant, je trouve que c'est vraiment, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, il y a on reçoit énormément de propositions par rapport à ça, et tout se passe très bien jusqu'au moment où on dit non.
Tu vois, c'est très, très particulier. Et pourquoi non, oui, vous êtes une petite maison, parce que nous, ça ne va pas dans nos convictions. Et là, ça ne nous convient pas, donc on préfère. Et puis aussi parce que aussi parfois le travail, il mérite salaire, quoi. Il mérite salaire, bien sûr. On peut accepter que le salaire soit de la visibilité si, comme dit Steven, l'image, les valeurs, etc. sont en accord. Mais à un moment donné, faut vivre en fait déjà. Chose importante, quand ton entreprise gagne de l'argent, tu ne gagnes pas cet argent. Et ça, c'est un truc qu'on a eu beaucoup de mal à faire intégrer à beaucoup de gens de notre entourage, que c'est pas parce qu'on a rentré un contrat à 10K que en fait, on a 10K sur notre compte à nous. En fait, il y a des charges, il y a énormément de choses à prendre en compte. Première, tu as les impôts, tout ce que tu vas payer. C'est important de prendre... Déjà, je pense que pour bien entreprendre, il faut que tu enlèves toute la partie que tu dois payer. Ça, c'est la partie qui ne t'appartient ni à toi, ni à l'entreprise, mais à l'État et pour les matières premières. Comme ça, tu sais que, par exemple, sur 10K, tu as 6,5 qui sont vraiment à ta société, sur lesquels tu peux les réinvestir par la suite et potentiellement, après, commencer à être rémunéré. Mais ça, c'est encore... Et un autre point pour finir sur la question aussi, qu'on n'a pas évoqué, c'est l'entourage. Parce que parfois, on peut, comme beaucoup racontent, la famille qui ne croit pas forcément en soi et du coup, on est un peu découragé, on arrête ou à l'inverse, on y va. Mais je pense que c'est important, quand on est entrepreneur, nous on est cuisinier-pâtissier, mais on fait de la comptabilité, on apprend à gérer plein de points autres que ça qui ne sont pas de base notre corps de métier, notre domaine. Et du coup, faire appel à des personnes dont c'est le cas et qui peuvent aussi bien nous orienter. Donc, commencer avec un comptable ultra important, mais d'avoir quelqu'un qui va nous guider en fait. Et après, au fur et à mesure du temps, on acquérit des compétences et d'avoir plein... Enfin, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément au début, au-delà du comptable, mais l'entourage de personnes qui pouvaient vraiment nous guider. Au début, on était un peu seuls et... C'est parce qu'on voulait aussi, on s'est mis dans une bulle, on avait la volonté de se dire on va faire tout. Le syndrome de l'entrepreneur. Voilà, on va faire tout, on est là. On est capable de tout. Voilà. C'est ça. C'est un vrai point. Et c'est une grosse erreur parce que tu te rends compte qu'au bout d'une année, tu as vraiment porté énormément sur tes épaules et que ça devient compliqué d'enchaîner. Et plus tu sais t'entourer des bonnes personnes, mine de rien, plus la vie devient simple. Chacun a son rôle. Toi, tu sais que ton rôle, c'est créer et donner du plaisir à travers tes créations. Le reste se fait naturellement. D'ailleurs, on en parle depuis tout à l'heure. Il y a une question, je pense que tout le monde se pose, etc. S'ils veulent se lancer sur le plan financier. Oui. Est-ce que vous, à la base des bases, vous avez un peu mis de côté pour vous lancer dans ce rêve d'entreprendre à deux, ou est-ce qu'en fait vous vous êtes dit, non, peu importe, moi j'y vais coûte que travailler à côté ou... Comment c'était sur le plan financier? Parce que c'est une réelle peur et c'est pour ça qu'à moitié des gens ne se lancent pas parce qu'ils se disent, moi à la fin je veux ma sécurité et je veux gagner de l'argent. On a mis des sous de côté. Okay. Déjà, c'est aussi pour ça qu'on a continué à travailler en à côté. On a demandé un prêt à la banque aussi. Okay. C'est important de le dire parce que souvent les entrepreneurs n'aiment pas parler de cet aspect-là, mais voilà, on a demandé un prêt pour avoir vraiment une solidité, de se dire ok, là maintenant on sait qu'on a tant d'argent et qu'on peut assumer au moins la première année. Alors c'est un risque. On aurait pu garder nos travails en à côté et continuer à avoir cet équilibre. Mais au bout d'un moment, tu es obligé de plonger. Si tu crois vraiment en ton rêve, si vraiment tu as faim de faire ce que tu as envie et d'arrêter de... Pour moi, c'était ça, d'avoir un cadre, d'avoir des gens qui me donnent des directives, des choses qui ne me semblent pas logiques, qui ne me permettent pas d'avancer personnellement et professionnellement parlant. Il faut que tu prennes des risques. Et prendre des risques, ça peut passer par demander un crédit ou prendre un laps de temps où tu vas subir un petit peu pour économiser des sous. Ça veut dire te restreindre dans ta vie personnelle. Ça veut dire moins de sorties, moins de copains, moins de copines, moins de vacances. Mais c'est qu'un laps de temps. Pour moi, on a investi sur notre avenir. On s'est dit 2-3 ans où... On va patauger. Voilà, et après, les 10 prochaines années, on va... Exactement, et l'hélico. Je te dis la vérité, c'est clairement ça, ouais. Et puis, en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir forcément une grosse somme pour se lancer. Après, encore une fois... C'est pas parce qu'on est entrepreneur dans notre domaine que ça veut dire qu'on sait ce que tout le monde vit. Enfin, chaque domaine a ses précisions, donc il faut voir aussi quel est votre projet et jusqu'où vous voulez l'emmener et dans quoi vous vous lancez. Mais nous, l'information est sur Internet pour ceux et celles qui veulent savoir, mais nous, on a ouvert la société avec 500 €. Et 500 €, c'était très bien pour le début. Et il y en a qui l'ont fait avec 1 €, et il y en a qui l'ont fait avec 10 000, et il y en a qui l'ont fait avec 1 million. Et ça ne jauge pas la réussite finalement de l'entreprise. Et ça, c'est des choses que nous, on a été critiqué, on nous a dénigré du fait d'avoir mis peu d'argent pour l'ouverture. Te mettre peu d'espoir ou de crédibilité, au contraire.
On a investi cette somme parce que ce qui nous semblait symbolique, et le reste, on l'a investi dans le matériel et dans tout ce qui nous permettait de développer aussi. Et d'être en adéquation entre ce qu'on avait dans nos têtes et ce qu'on a amené IRL. Est-ce qu'il y a eu des remises en question dans votre parcours ou des moments où vous avez dit « Waouh, là c'est... on serre les dents, il faut s'accrocher » ou des moments même où vous dites « Est-ce que... » Moi, ouais. On se dit « Waouh, est-ce qu'on y va vraiment » ou... Alors, c'est pas ce genre de doute là, mais après c'est deux choses différentes. Nous, on n'a pas le même mode de fonctionnement. Ouais. Moi, j'ai pas de stress, j'ai pas ce côté de l'appréhension. Je reste très solide sur mes appuis. Sharon mature beaucoup, réfléchit beaucoup, cogite beaucoup, donc du coup. Angoisse, anxiogène. Ah mon Dieu. Ouais. Moi, j'ai pas ce critère-là, donc parfois j'ai du mal à comprendre son mode de fonctionnement. Je lui dis non, mais on y va. On va faire ce qu'on sait faire de mieux et tu le verras au moment où tu regarderas la tête des gens. C'est là où tu auras la libération, alors que moi, je l'ai déjà d'avance. Et du coup, c'est ça aussi d'être un duo, c'est de s'apporter. Son stress, son angoisse me permet de me poser plus de questions et donc d'englober mieux la chose. Et mon assurance, ma confiance lui permet aussi d'être plus légère sur ces points, sur ces points-là. Donc, moi, plus d'une fois, Steven m'a jeté du ravin en mode vas-y et... arrête, comment je tombe sur mes pattes, ça va. Mais parce que voilà, moi, ce côté où je vais penser un peu au négatif, mais pas parce que juste pour envoyer du négatif, mais est-ce que ça, on va vraiment gérer? Comment cette partie-là, ça va se passer? Et puis, moi, j'ai besoin que tout soit un peu organisé, prévu, alors que lui, il va pouvoir rebondir sur du freestyle. Et tu vois, il y a quelques années, on aurait fait une interview. Si tu m'avais pas donné ta liste, je me serais sentie, mon Dieu, c'est quoi les questions? Qu'est-ce que je vais dire? Comment on va... Alors qu'aujourd'hui, voilà, j'ai travaillé dessus parce que aussi, il m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que je lui dis pas 90% du temps ce qu'on va faire. Tu peux, non, mais tu vois, par exemple, elle ne savait pas aujourd'hui. Elle savait qu'on allait. Une interview. Voilà, mais elle l'a su il y a 2 jours. C'était pour éviter qu'elle, tu vois, Okay. Maintenant, ça va mieux, tu peux me le dire un peu plus tard. 72 heures en avant. 72 heures et 5 minutes. Mais, mais voilà, c'est des choses où effectivement, il a fallu que je travaille beaucoup là-dessus. Où maintenant, parfois, j'ai une petite appréhension, mais je connais la finalité, je sais que je vais pouvoir retomber sur mes pattes, donc on y va. Mais après, en termes de doute, de se dire, est-ce qu'on va vraiment y arriver? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse autre chose dans nos vies? Non. Franchement, non. Sans fausse modestie, vraiment, non, absolument pas. On sait qu'on va y arriver et que... Voilà. On sait où on veut aller et c'est ça. On passe tout, en fait. Mais par contre, des moments durs, il y en a eu des moments où on a été dépassés, des moments où... Voilà, comme je dis, quand tu fais 24 heures ou 27 heures de travail consécutif avec, allez, vite fait, une petite pause, je bois un truc, hop, je m'y remets... Enfin, là, c'est en le redisant là, en plus que j'en prends vraiment conscience, c'est énorme, quoi. Enfin, tu vois, de pouvoir travailler comme ça. Mais après, une fois, tu as fait ce que tu as à faire, le client est content, la prestation, elle est passée, tu peux partir dormir pendant 24 heures, tu vois, qui suivent. Donc, après, c'est ça. Et puis, des erreurs, parfois, on a voulu être trop... On pensait, comme dit Steven, qu'on pouvait faire plus. Et c'est là aussi, on a vu nos limites et qu'on s'est dit, OK, là, on ne peut plus supporter ça tout seul ou à deux. On a besoin d'une équipe, on va avoir besoin de développer, on va avoir besoin de gens qui nous entourent davantage pour faire des choses, des prestations avec plus de nombre, avec plus de tout. Voilà. C'est dur de supporter H24. On va vous donner le secret. On l'a pas donné dans le rituel. Combat de boxe tous les matins. C'est un peu les conseils que vous pouvez donner à toutes les personnes qui veulent se lancer en duo. Ok. Voilà vos feedbacks par rapport à ça. Il faut déjà, je pense, la communication, c'est la clé de n'importe quelle relation, que ce soit une relation de couple, amicale ou professionnelle. La communication, la transparence. T'amènes les choses telles que tu les vois, telles que tu les ressens. Ça permet vraiment d'amener une balle au milieu si les deux parties amènent une vraie connexion et une transparence. Le reste se fera tout seul. Je pense que déjà, vraiment, la base, et c'est aussi prendre le temps de se mettre à la place de l'autre. Souvent, on voit que son point de vue, ses intérêts, et on ne veut pas essayer de comprendre le parti qui est en face. Lorsqu'on prend et qu'on fait cette démarche, le reste, ça se fait naturellement. Bien sûr qu'on a des moments où on n'est pas d'accord, mais vu qu'on prend le temps de s'asseoir et de parler de ça, tu m'as pris mal. La finalité, on est que, ok, j'ai pas compris ce que tu voulais dire ou comment tu voyais les choses de base, mais vu que tu as pris le temps de me l'expliquer, je vais le prendre en compte. C'est un peu comme ma folie et son cadre. Tu vois, c'est important de trouver le juste équilibre. C'est un jeu au quotidien. Tu dois balancer, encore une fois, entre chacun a ses humeurs, chacun a ses jours, chacun vit des choses qui peuvent être différentes. Et je pense que c'est accepter aussi
accepter de ne pas être d'accord, tu vois. Genre, c'est OK, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit Et très souvent, c'est là où ça devient un challenge plus ou moins positif. Tu sais quoi, on va tester ta vision et ton point de vue. Si ça fonctionne, tant mieux, et on voit ce qu'on en retire. On essaye le mien, on voit ce qu'il en ressort. Et ensuite, c'est là où ça nous permet d'équilibrer. Et après, encore une fois, on n'est pas là pour faire une compétition, parce que malheureusement, ça peut aussi, pour certaines personnes, rentrer dans ce truc-là de « Ah, t'es meilleur que moi aussi, etc. » Et c'est de « Ok, là, on va pouvoir trouver notre équilibre. » On n'a pas dépassé le maître. On a dit mettre sur les côtés. Voilà. Non, typiquement, c'est quelque chose qui a été très dur pour moi, entre guillemets, intérieurement à vivre. Pas entre guillemets, qui a été très dur pour toi. Oui, non, mais intérieurement à vivre, c'est que au début, c'était forcément c'est Steven la figure, parce que c'est lui qui parle au client, c'est lui qui reçoit les coups de fil. Moi, on ne me voit pas, je suis derrière, je fais les factures, je fais les devis. Donc c'est normal que le référent soit Steven. Mais du coup, quand on faisait des prestations et que je dis on a travaillé énormément, ah merci Steven, tu fais un travail incroyable, ce que tu fais c'est trop bien. Et toi, tu es derrière en mode genre, non mais juste merci en fait, parce que moi aussi j'ai pas dormi, moi aussi j'ai charbonné. Et ça a été super dur, ça a été de longues conversations où il a fallu que Steven me rassure aussi, me disant... T'inquiète, c'est pas parce que les gens ne le reconnaissent pas aujourd'hui que déjà ça sera toujours comme ça, ils le reconnaîtront un jour. Et puis, laisse pas les gens remettre ta légitimité au final en cause, tu vois. Ta valeur, on la sait, on est une équipe, on est ensemble. Et c'est pas grave en fait si les gens ils le reconnaissent pas tout de suite. T'allais dire, pardon. Pour moi, il n'y a pas de raison de douter parce que le client me remercie moi. C'est parce que le fait d'être la vitrine de notre maison, automatiquement, et d'être le personnage à fort caractère, on va toujours me donner les lauriers. À moi de venir prendre chercher mon équipe et de partager avec eux ces lauriers-là. C'est pour ça que le dernier gala qu'on a fait, je leur ai dit, sortez de la cuisine, venez, oui, mais restez, c'est pas grave, là c'est le moment des remerciements. Ils vont dire, Steven, je le sais, regardez, et moi je vais amener Bananias. C'est ultra important. Et aussi montrer à ton équipe que tu es avec eux, tu es dans le même bateau, et c'est pas parce que c'est toi qui as la gloire que en gros tu l'endosses et puis tu t'en fous un peu de... Mais du coup, c'est quelque chose qu'aurait pu créer, un sentiment de compétition, etc. Pas du tout. Et puis du coup, quand je me suis retrouvée à sa place, c'est déjà arrivé « Oh, merci Sharon !» Et en vrai, j'étais super gênée. J'étais en mode « Non, mais Sharon, et Steven, il est là !» Tu vois. Donc, non, du coup, en vrai, c'est plein de choses comme ça au quotidien qu'il faut travailler. Et encore une fois, c'est une balance qu'il faut trouver en fonction de l'évolution. Et dans la cuisine, vous êtes... est-ce que chacun, vraiment, vous avez votre rôle ou vous êtes vraiment... vous êtes comme une personne, c'est-à-dire que vous faites les recettes ensemble. Est-ce que même dans l'évolution de Bananias, vous êtes complémentaires ou vous êtes vraiment unis ensemble, vous faites tout à deux, ou vraiment vous avez des rôles différents dans l'évolution de la société? Ça va dépendre ça va dépendre des prestations qu'on a. Okay. Quand on a une équipe à gérer, je vais prendre le lead pour vraiment que tout soit bien organisé. Okay. Et quand on travaille en duo, par contre, là, c'est différent. On est en symphonie. C'est une seule et même personne qui se coordonne. On n'a pas vraiment besoin de se parler, on sait déjà ce qu'il y a à faire. Mais c'est vraiment le cas spécifique lorsqu'on a une équipe de salle ou une équipe de cuisine à gérer. Là, je vais être le volant, là, je vais être en contact directement avec le client. Là, je vais briefer l'équipe en salle. Moi, je vais plutôt prendre le lead sur la cuisine, sur l'envoi des plats, etc. Après, au quotidien, typiquement, les factures, je vais faire la facture sur le logiciel, etc. Mais c'est Steven qui est en charge de la transmettre et de répondre aux clients et de m'envoyer les infos pour que je puisse la faire. Quand des rôles spécifiques pour pas trop vous marcher dessus. Mais c'est ça. Que, ça, j'ai pas à le gérer parce que c'est ta partie. Et pas exactement. Mais dans une compétence, elle est toujours divisée en deux. Typiquement, il parle avec le client pour ce qu'il a envie pour le menu, il fait l'accompagnement. On en discute ensemble, on fait la création ensemble, je fais le visuel et c'est lui qui retransmet, etc. Donc à chaque fois, c'est assez, même quand on cuisine, en termes de préparatifs, je ne parle pas en termes de prestations, où effectivement on est plus dans un show et c'est plutôt comme une danse, mais il y en a un qui va faire une mission, puis l'autre, et puis après on se retrouve pour la finalisation du produit, le pochage ou peu importe. Et comment ça se passe si demain on veut prendre contact avec vous? Vous avez un site internet, vous avez un Instagram, vous avez parlé tout à l'heure. Comment ça se passe si moi demain j'ai envie de faire appel à votre service? Comment ça se passe? Bon, Charlotte, on sait que tu auras notre numéro, donc tu peux nous appeler directement. Non, on a Sur Instagram, tu vas pouvoir retrouver notre mail.
Notre numéro de téléphone, tu peux nous contacter directement, ou sinon en DM. On a le site internet qui est quasiment fini. On a travaillé sur des visuels qui nous semblaient importants, très forts et très impactants pour bousculer un peu ce que tu retrouves habituellement lorsque tu vas sur un site de chef. Donc ça sortira, je pense, on sera sur la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Voilà. En ligne quand on publiera du coup. Exactement, ouais. On a bien joué là-dessus, donc on est très contents. On a même Anne qui est écrivaine et du coup qui nous a accompagnés sur l'écriture des textes, sur lesquels nous on a fait d'un premier jet, on lui a fourni les écritures et elle, après, nous a donné sa vision. Voilà, se faire accompagner. Exactement, voilà. Pas tout faire tout seul. Trop bien. Et justement, parce que c'est ça, donc vous parliez de... vous avez quand même, je pense, un univers culinaire qui vous est propre. Tout à fait. Vous parliez de mode aussi. Oui. Et en même temps, on se dit, OK, chef à domicile, donc on rentre dans l'univers de la personne. J'imagine que vous avez un brief. Comment on arrive à faire parler son univers dans l'univers de quelqu'un d'autre? Et est-ce que vous arrivez, est-ce qu'il y a des fois où voilà, vous dites, c'est notre style culinaire, donc on arrive et voilà ce qu'on vous propose, ou c'est vraiment de savoir jongler avec ce que la personne... C'est de savoir jongler, savoir ce que la personne veut, regarder un peu son univers. Ouais. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux clients au préalable, et après d'amener ce que nous on aime faire, notre vision avec la sienne. Et c'est ça qui fait que même pour des clients qui sont assez fermés ou réservés, on arrive un peu à les sortir de leur quotidien à travers le fait qu'ils perçoivent qu'on a vraiment pris le temps de s'inspirer de ce qu'ils font. Et puis nous, notre façon d'être, c'est vrai que lorsque les clients arrivent, les invités généralement, on n'est pas vus comme des cuisiniers, on n'est pas habillés comme des cuisiniers. Jamais. C'est volontaire. De temps en temps quand même. C'est quoi votre patte, c'est quoi votre univers? Il y a effectivement, il y a aussi la notion de mode, j'ai l'impression aussi, notion de vouloir s'exprimer. Et on parlait même de votre nom qui, rendre aussi, de vouloir un petit peu peut-être casser les codes. Totalement. C'est quoi, c'est qui Bananias? C'est beaucoup de choses, à la fois, et c'est là aussi où c'est difficile de le définir en quelques mots. On a dû travailler sur pas mal de choses comme ça pour pouvoir essayer de l'exprimer rapidement. Mais Bananias, c'est un état d'esprit en fait, je pense, au-delà de juste la cuisine, juste la mode, où on pratique aussi des arts en dehors de ça. C'est pour ça que une fois par an, on organise des événements autour de l'art et la culture, un lieu atypique, un menu créé pour l'occasion et des artistes qui viennent exposer ou performer en live. Donc là, c'est nous qui sommes vraiment à l'organisation de tout l'événement. L'envie de s'exprimer, pas que à travers la cuisine, à travers la danse, à travers la peinture, à travers le style aussi, c'est ultra important parce que lorsque tu arrives, c'est ta pièce d'identité que tu mets en avant, c'est ton style. Donc d'avoir quelque chose où tu marques déjà les gens. On est très souvent même habillés pareil, donc... Pas du tout. Pas du tout. Jusqu'aux bijoux, tout, mais bon. Ouais. On aime beaucoup de choses en commun, donc ça facilite le travail. Mais, Et puis, c'était simple aussi de partager cette passion avec Sharon et qu'elle puisse aussi me partager les siennes. Donc, mine de rien, nos deux univers ont commencé à s'entremêler pour créer l'univers de Bananias. Et oui, derrière... Avec la clientèle, ça marche directement, ce côté proche mais très professionnel, ce côté de, on n'a pas un cuisinier qui va rester dans son univers et qui va juste servir des plats. Non, on va prendre le temps de partager avec le client aussi. La surprise aussi, parce que du coup, il y a un contraste entre l'image qu'on peut donner, ou comme dit Steven très souvent, on est des cuisiniers d'Instagram, tu vois, alors que derrière, on est là, on fait le travail et on le fait bien, et en plus de ça, on fait avec cœur et passion. Mais en tout cas, nous, Bananias, c'est aussi de la transmission, c'est aussi du partage, comme on disait, que du love, c'est pas juste pour... ramener quelque chose, une note positive, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on travaille au quotidien entre nous et puis avec nos équipes et puis avec les personnes avec qui on a la chance de pouvoir partager des moments, notamment des moments autour de la cuisine. Parce que mine de rien, la cuisine, ça réunit les gens. On a des gens d'horizons totalement différents, on ne se serait jamais retrouvés à tabler ou à travailler avec eux sur le côté personnel ou sur le côté idéologique. Donc, je trouve ça vraiment beau de se dire, OK, là, l'espace d'un instant, on est juste tous des humains, des enfants de 9 mois, assis au même endroit pour partager un moment de convivialité. T'as une de tes phrases là qui est bien dit. Celle où tu dis que quand on est assis, en gros, on fait tous la même taille. C'est la vérité. Tu vois,
Je suis bien plus grand que vous, enfin, même si vous êtes déjà grande. Elle est grande. Ah, oui, mais vous êtes quasi... Et bah, t'as pas de différence, en fait. T'as pas de différence. Très belle phrase, ça. Je m'assois à côté de mon... Quand on est assis à table, il n'y a pas de différence de taille. Ouais, on fait tous la même taille. Ouais, c'est très beau, c'est vraiment très beau. Ce n'est pas la fin de cette rencontre parce qu'on a encore pas mal de questions. Sans problème. Et effectivement, donc là, aujourd'hui, vous êtes chef à domicile, staffé, et puis autre chose, parce que vous avez aussi des ateliers, enfin, vous faites vraiment beaucoup de choses. Et j'aime le fait de dire, on s'exprime à travers notre cuisine, et en même temps, on a des valeurs fortes, à travailler des beaux produits. On se dit, qu'est-ce qui se trotte un peu? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui se trament? Est-ce que, c'est quoi la vision maintenant que voilà, ça fait 2 ans que ça y est, la société est créée? Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? On a l'envie aujourd'hui de pouvoir répondre à notre clientèle qui a envie de retrouver nos produits au quotidien, donc on bosse. Même s'il ne faut pas le dire, on bosse sur le projet d'avoir un lieu fixe. Mais pas ni un restaurant, ni une pâtisserie, ni ce qui se fait communément. Classique, quoi. Voilà, exactement. Parce qu'on avait compris. Un mélange de Bananias, voilà. Quelque chose qui nous correspond et en même temps qui nous permet de répondre à cette demande du quotidien. Parce qu'effectivement, on n'a pas forcément envie d'appeler un traiteur ou prendre des cours ou autre tous les jours. Donc on a parfois envie de profiter... pour un repas, peu importe. On a envie de faire vivre au quotidien avec une partie de notre univers à notre clientèle et ceux qui viendront à notre rencontre. Après, on aime bien être discret, on aime bien annoncer les choses une fois qu'elles sont... Normal. Mais j'aime votre façon de se dire que, en fait, dans des domaines qui peuvent être assez, même bouchés, où on met la cuisine de manière générale. En fait, de se dire, grâce à vous, grâce à l'entretien, de se dire, en fait, on peut toujours se réinventer, même dans un milieu super classique. On peut faire les choses différemment, en fait. Bien sûr. Et c'est vraiment, ce que moi, je vois, même à travers, tu vois, notre entretien, c'est de se dire, vous avez réussi à vraiment apporter votre créativité et faire les choses différemment à partir de quelque chose d'ultra classique. La cuisine, ça a toujours existé et ça fait des siècles et des siècles. Et je pense que, il y a eu peut-être une histoire de génération, ces derniers temps, grâce au réseau aussi, par rapport à quelques années, c'est quand même beaucoup plus classe aujourd'hui de dire je suis cuisinier, je suis pâtissier, grâce à des Cédric Grolet, des Amaury Bichon, des Philippe Etchebest. C'est pas moi qui l'ai dit, parce que j'arrive pas à le dire. Non, parce que Monsieur Philippe, c'est mieux. Voilà. Non, mais voilà, il y a eu grâce à Top Chef et toutes ces émissions qui ont quand même permis, je pense, de montrer la valeur aussi de ce métier. Donc on a pu, je pense inconsciemment, profiter aussi de toute cette vague-là. Et je pense que quoi qu'il arrive, quand on veut se lancer dans quelque chose, c'est important d'avoir les bases, c'est important d'apprendre le traditionnel aussi pour avoir une espèce de fondement, d'apprendre justement des anciens aussi, tu vois, nos parents, grands-parents, et d'avoir aussi cette transmission. Et une fois qu'on a ces bases-là, on peut se permettre aussi de jouer davantage avec le reste, tout en rendant hommage aussi encore une fois, à ceux qui étaient là avant nous. C'est important de connaître son domaine, très important. Les gens souvent me disent qu'on a une cuisine nouvelle par rapport à ce qui se fait et ce qui s'est fait auparavant. En vrai, pas vraiment. On a une vraie base culinaire, de vraies notions, que ce soit, moi je le vois avec ma famille en Italie, au Portugal, en Hollande, vraiment une connaissance et une envie d'aller à la découverte. Et après, on a réussi à créer et amener notre propre univers. L'envie de bousculer les gens, mais d'abord il faut vraiment que tu aies de vraies connaissances avec ton métier et ta passion pour pouvoir aller de l'avant. Et même là, vous vous dites, ok, on ouvre un lieu fixe, mais on va pas ouvrir un lieu fixe comme tout le monde, quoi. Exactement, ouais. C'est pas du teasing. C'est l'intérêt de les suivre. Il nous reste 2 petites questions. Okay. J'aimerais, quand je vous regarde, vous êtes beau, vous êtes un super duo. Ouais. J'aimerais vous poser la question, quel est votre pourquoi d'entreprendre à 2 ? Parce que c'est toujours mieux à 2. Pour être simplement, franchement, si tu dois entreprendre quelque chose, je te le souhaite, je vous le souhaite, de trouver quelqu'un qui va vraiment partager ta passion, avec qui tu vas pouvoir te réveiller le matin, avoir encore plus l'envie, vraiment cette rage d'aller de l'avant. Et souvent, tout seul, c'est plus compliqué. Et je l'ai vraiment ressenti au fur et à mesure de créer l'équipe.
ça a vraiment donné cette sensation de booster, de voir que nous, on le vivait, enfin nous, on le vit, et qu'eux, ils le vivent à travers nous, et que maintenant, ils le vivent du fait de travailler avec nous. Je crois que c'est une sensation qui est indescriptible. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, quoi. Après, attention, je garde mon rôle, mais c'est vrai que, encore une fois, il faut bien choisir la personne avec qui on se lance. Bien sûr. Parce que, on sait très bien que le monde n'est pas tout rose et qu'il n'y a pas forcément que des personnes qui sont là pour nous faire monter, nous faire évoluer, nous pousser quand ça va pas et quand ça va aussi. Donc voilà, faut bien choisir. Mais de toute façon, que ce soit en couple, en amitié ou professionnellement parlant, tu vas importe, faire des erreurs, bien sûr. Tu vas trébucher, tu vas penser que c'est une finalité en soi. Et c'est vraiment le fait de rencontrer d'autres personnes, de leur partager aussi ta vision. Pour certaines personnes, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Et pour d'autres, mais je pense que le vrai message de tout ça, c'est lâche pas l'affaire. Si tu as vraiment envie, moi, lorsque je travaillais dans la mode et que je leur disais, voilà, j'ai envie de partir dans le culinaire, des mecs, tu gagnes super bien ta vie et tu veux aller vendre des gâteaux, je comprends pas, tu as une sécurité, tout est bien. Et ouais, j'ai envie de vivre ma passion, j'ai envie d'être mon propre patron et donc, je me suis donné les moyens d'aller chercher ce petit diamant qui fait que de grandir. Tout seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Donc, du coup, elle a eu sa phrase aussi. T'as vu ça? J'aime beaucoup. On en a beaucoup. Hein. Il y a dans le note, dans Alors aujourd'hui, petit mot du jour. Mais effectivement, c'est de se dire, quand on est à deux, même à trois, enfin, j'ai l'impression que c'est un projet même limite qui surpasse vos deux personnes. Et c'est de se dire, en fait, c'est la vision commune et là où on veut aller ensemble qui en fait prime sur tout le reste. Bien sûr. C'est l'holistique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quoi votre rêve le plus fou? Je sais pas. Hein. C'est une très très bonne question. Je sais pas s'il est fou. Il est réalisable. Ils sont tous réalisables en vrai. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'aurais vraiment appris auprès de Steven et vraiment ces dernières années en tant qu'entrepreneuse. Oui, alors. Non, mais c'est que vraiment, il n'y a pas de... En fait, même quand tu penses que c'est pas possible, il y a toujours un moyen d'y arriver et que c'est peut-être pas juste le moyen auquel tu as pensé. Et juste, en fait, il faut y aller, en fait. Tu peux le faire. Après, il faut accepter que ça ne sera pas demain, que ça ne sera pas comme tu l'avais imaginé, mais tu peux le faire, en fait. Tu es capable de le faire et en plus de ça, c'est juste à toi d'aller chercher comment faire le serpent et voir comment juste tu vas pouvoir ramener cette envie à toi. Je pense que mon plus grand rêve, je pense qu'il y en a deux, de pouvoir avoir plein de Banania Store un peu partout dans le monde. Donc de pouvoir vraiment transmettre cette vision et cette passion. Et après, au pied d'un palmier, bien sûr. Et après, on a déjà la reconnaissance de certains de nos pairs, mais j'aimerais vraiment arriver avec un col bleu, blanc, rouge un jour. Pas pour me dire, ouais, je suis mof, et du coup, voilà, je suis un boss, mais vraiment de dire que j'ai atteint un certain sommet, et aujourd'hui, je peux me permettre de passer à une autre vision du culinaire. Ouais, moi, celui-là aussi, parce qu'on le partage depuis un moment, et la possibilité d'être, d'atteindre ce stade que beaucoup d'entrepreneurs veulent atteindre, c'est de se dire que, en fait, on peut voyager et pas juste pour faire la fête, mais juste de me dire que demain, on est libre de faire ce qu'on veut, comme on le veut, quand on le veut, et qu'en même temps, le business, il tourne et que ça prospère parce qu'on a pu suffisamment charbonner et que c'est bon, maintenant, on peut kiffer notre vie comme on a envie de la kiffer, tu vois. Ça, c'est un truc... Voilà, possible. Ouais, grave. Exactement. On va travailler encore quelques années pour, mais... ouais, let's go. Est-ce qu'il y a quelque chose, avant qu'on se quitte, qu'on n'aurait pas mentionné ou que vous voulez dire Oui. Je trouve que c'est ultra important. Souvent, on parle de notre travail, de Bananias, de l'équipe, et on met très peu en avant les producteurs. Merci la Rivoise, la ferme du Limousin, c'est très important. C'est des personnes qui aujourd'hui nous permettent d'aller de plus en plus de l'avant dans nos idées, dans notre folie. C'est des gens qui nous accompagnent au quotidien. Et grâce à eux, on arrive à vous proposer ce qu'on vous propose culinairement parlant. Grâce à eux, on arrive à avoir des produits de top qualité parce que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et puis qui tendent la main aussi. Enfin, je pense que c'est quelque chose, quand on grandit, c'est bien de se rappeler qu'on est passé par des galères et que c'est à nous de tendre la main. Et c'est des premières personnes aussi qui nous ont dit « Ok, vous voulez aller là-bas, on va faire ce qui est en notre pouvoir pour vous accompagner et vous permettre d'aller encore plus loin. » Et ça, c'est humainement aussi, c'est fort. Oui. Et vraiment, même le fait d'avoir envie de commencer à produire des fruits ou des légumes en rapport avec la nécessité qu'on a,
Franchement, pour nous, c'est une aubaine. On sait qu'on a une relation de cœur, mais aussi une vision professionnelle qui est commune. Et c'est des gens qui sont très peu mis en avant. Il y a différents chefs qui bossent avec eux et qui les mettent pas en avant. Nous, on n'a pas leur niveau de notoriété, mais je trouve que c'est ultra important de remettre l'église au milieu du village et de voir que, mine de rien, c'est aussi grâce à eux qu'on peut continuer à vivre le rêve qu'on vit. Donc rendez-vous à Cergy pour l'Arivoise pour acheter des fruits et légumes le samedi. Allez, c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les deux? Bah ouais, beaucoup de love, qu'on s'accroche encore, de courage, parce que la route sera remplie encore de pas mal de... Beaucoup de Banania Store. Voilà. Ça, c'est le businessman qui parle, mais beaucoup de Banania Store. Pour moi, c'est important. Plus il y en aura, plus on pourra distiller vraiment notre savoir, et aussi le fait de voyager, donc de le mettre à différents endroits, d'aller à la rencontre des cultures locales. Vous allez pouvoir du coup déguster des pâtisseries à l'avocat. Exactement. Ça aussi, c'est vraiment un parti pris de se dire en fait, vous faites des choses qui n'existent pas, même culinairement parlant, quoi. Bien sûr, oui. Encore une fois, l'avantage d'être deux, les univers de chacun qui s'entremêlent, et puis on ramène les desserts dans les entrées dans les desserts, et ainsi de suite. Et puis, on casse les codes, quoi. Ouais. Exactement. Ouais, c'est ça. Enfin, on n'a pas de règles et on cadre. Voilà. C'est important d'avoir un cadre, mais c'est important de ne pas avoir de règles aussi. Tant que c'est bon, c'est ça. C'est le plus important. Pour nous, c'est le goût, les saveurs. C'est le plus important. Et c'est pour ça que je parle d'installer différents Banania Store. C'est parce que aussi travailler avec des produits locaux, voir que, OK, là, la tomate, elle ne fonctionne pas pareil que lorsqu'on est en France. OK, il y a un produit alternatif. Comment on va faire? Comment on va créer? Comment on va écouter aussi la population, leurs envies, leurs besoins, et leur amener aussi notre vision. Pour moi, c'est la même thématique que lorsqu'on arrive en chef à domicile. Il faut à la fois ramener ton univers, mais écouter celui de ton client. Du coup, un jour, il y aura des gens qui ouvriront des franchises Bananias comme pour McDo. Je sais pas, mais il faut qu'il y ait une vraie passion, sinon je ne donne pas à mon bébé, c'est mort. Voilà. Vraiment. En tout cas, c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci infiniment. On a pour habitude de finir cet entretien par soit un petit check, soit un petit mouvement, soit avec vous ou nous? Tous, vous dites, mais on participe aussi. Ok. D'accord. Je crois qu'on va faire le Bananas Gang. C'est ça que tu veux? Bah, let's go. Allez. J'aime C'est simple. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, mais en gros, c'est et c'est le Bananas Gang. Voilà. J'aime beaucoup la vague. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'était super. On met tout. Donc, Instagram, site internet, puisque il y sera. Et puis, on vous souhaite de continuer comme ça. Mais nous aussi, on vous souhaite. Parce que c'est... Franchement, on est ensemble et ça fait trop plaisir d'avoir des personnes aussi bienveillantes. Et merci pour votre transparence et votre générosité. Merci de à parler vous. de la vraie vie, des vraies choses. Et je vous souhaite tout. C'était un plaisir, parce que échanger avec vous, c'était simple. On se sent quand même à la maison, même si on est... Donc franchement, continuez. Nous aussi, on vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de love. Et on se retrouve en off bientôt pour beaucoup de nourriture. Bien, trop hâte. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Et en attendant, on vous fait des bisous. Bisous.